Bonjour, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Lassina Alassane Ouattara, qui est administrateur directeur général de Sofat. Sofat, c'est une agroalimentaire qui est installée dans notre pays depuis 3 ans. Bonjour Monsieur Ouattara. Bonjour Monsieur le journaliste. Comment se porte votre entreprise? Votre entreprise se porte bien. Merci. Alors, si on peut se faire une idée, vous êtes dans l'agroalimentaire, plus précisément dans quel sous-secteur? Nous produisons de l'eau, du jus, du yaourt et plusieurs variétés de ces produits-là. Et nous avions ambition actuellement en train de travailler pour faire la transformation des produits agricoles locaux, tels que le gingembre et le bissap. Ah ben c'est très bien, c'est assez innovant. Alors, il faut avouer que vous avez une autre casquette, c'est que vous êtes expert international en management, consultant international pour plusieurs organismes, mais aussi même parfois les institutions de Bretton Woods. Et à ce titre, vous êtes donc, on peut dire, vous faites l'alliage entre la théorie et la pratique. Oui, affirmatif. Bon, très souvent, les gens se contentent de faire ce qui est théorique, mais nous, ou moi, j'ai pensé que pour mieux faire passer un message, c'est dans la pratique. Toucher du doigt et pouvoir maîtriser ou contrôler la différence entre la théorie et la pratique. Et justement, parlons de la pratique. Quel est le regard que non seulement le praticien et le théoricien portent sur le monde des affaires au Congo, enfin, un regard froid? Bon, pour être direct et franc, le monde des affaires au Congo se porte un peu mal. Je m'explique. Bon, allez-y. Au niveau, le niveau stratégique, les plus hautes autorités ont pris conscience de l'importance du secteur privé. Vous prenez par exemple 3 ministères. Le ministère du partenariat public-privé, il y a le privé dedans. Le ministère du développement industriel et de la promotion du secteur privé, vous avez le privé dedans. Vous prenez le ministère des PME et de l'artisanat, vous aviez le privé dedans. Donc vous voyez l'ossature stratégique du gouvernement. Il y a 3 entités qui se prononcent sur le secteur. Donc il y a une prise de conscience. Il y a des textes. Mais malheureusement, la partie opérationnelle et tactique pose énormément de problèmes. À telle enseigne que vous vous posez souvent la question, est-ce qu'il n'y a pas de sabotage? Moi, je prends un exemple. Seulement lundi passé, là. Lundi passé immédiatement. Oui. Moi, j'étais dans mon bureau avec... c'est-à-dire au niveau de votre entreprise, mon entreprise Sofat Industrie, ici à Brazzaville. À Brazzaville. J'étais là en train de travailler. Je reçois une équipe. Il vient me dire, je vous instruis de suspendre vos activités. Je dis, ah bon? Pour les internautes qui ne connaissent pas Brazzaville, vous êtes situé où précisément? Nous sommes au 1 rue 5 février, Poto. Mais lorsque je lui pose la question, avez-vous une décision judiciaire ou administrative qui m'intime l'ordre d'arrêter? Ah non, le monsieur dit c'est de l'outrage. Et pour ça, j'ai passé de 11 heures à 22 heures dans un commissariat. Mais ça, c'est une garde à vue. À la limite. Donc, vous voyez, c'est comme si il s'en prenait à ma personne et tout ça. Quel était le motif? Qu'est-ce qu'on vous reproche? Non, le exactement? motif, on me dit, vous produisez de l'eau, des produits dans des emballages. Je dis, mais nous avions la documentation nécessaire. On a toutes les autorisations. On a tous les agréments. Nous ne sommes pas des clandestins. Donc, si vous avez un problème, convoquez-nous en bonne et due forme pour qu'on vous apporte la documentation. Si vous avez un souci avec la documentation, écrivez-nous, notifiez-nous, que ça soit de façon civilisée, si vous le permettez. Mais bon, c'est pas le cas. Mais en réalité, bon, ils pensent vouloir faire du mal à l'entrepreneur ou à l'homme d'affaires ou à l'investisseur que nous sommes, mais en réalité, c'est saboter le climat des affaires. C'est ternir l'image de la République pour ceux-là qui veulent venir investir. Donc, il y a des décrets, il y a des textes
qui réglemente, par exemple, les contrôles, l'inspection des administrations publiques auprès des organes privés. Je crois que ça date du 12 octobre 2022. C'est un texte très alléchant, mais malheureusement qui est foulé à pied. Et donc, vous avez l'impression que d'un point de vue de l'architecture gouvernementale, le secteur privé est mis en exergue, mais au niveau de l'application ou alors de son insertion afin de l'accompagner, c'est là où il y a problème. Oui, il y a souvent des problèmes. Vous aviez par exemple la loi 6 du ministère du Commerce, par exemple, qui date de 1994, qui n'a pas de décret d'application, dont certaines dispositions sont contraires au texte de l'OHADA qui est ratifié par le Congo, mais les agents le font appliquer, par exemple. Lorsque vous voulez avoir une certaine appréciation là-dessus, bon, les gens s'énervent et tout de suite, c'est l'outrage, l'argument outrage qui est utilisé. Par moment, ça pose vraiment des soucis à ce. Dans l'arsenal administratif et les comportements de certains agents du secteur public constituent un peu une entrave. Exactement. Les contrôles impointueux, inopinés. Un exemple, par exemple, en ce qui vous concerne depuis 3 ans, au-delà de l'incident avec le commissaire, est-ce que vous... Oui, mais je vous ai pris, par exemple, la question du ministère du Commerce sur la loi 6, par exemple, qui date de 1994. C'est lors des contrôles que nous avions parlé de ça. Donc, ce sont des exemples qui sont là. Alors, et en dehors de ça, quand même, il y a aussi un phénomène, c'est celui de la parafiscalité. Est-ce que vous, depuis que vous êtes installé en 3 ans, vous êtes certainement victime de cette parafiscalité à travers des contrôles où on vous exige des paiements de quelque chose de ce genre? Non, les gens ne viennent pas pour vous dire que c'est de la parafiscalité, ils viennent faire. Mais quand ils viennent, ils vous mettent tellement sous pression que souvent vous êtes obligé de céder malhonnêtement ou par des approches qui sont pas, si vous voulez, normales. Vous voyez, c'est souvent ces approches qui font que... Sinon, monsieur le journaliste, si vous prenez par exemple le Congo a d'immenses potentialités. Nous allons en parler tout à l'heure. Justement, en ce qui concerne, par exemple, votre entreprise, Sofat Industries, comment est-ce que vous avez pu vous constituer? Parce qu'on sait quand même qu'au Congo, il y a une charte des investissements, d'ailleurs que je trouve assez alléchante. Est-ce que, en ce qui concerne votre entreprise, vous en avez eu recours? Oui, je peux dire qu'en janvier 2023, j'ai bénéficié d'une convention d'établissement qui est toujours en bonne et due forme. En bonne et due forme. Sollicité en 2021 lorsque nous étions dans le processus à investir, mais bon, le processus a abouti en 2023. C'est-à-dire que la Commission nationale des investissements s'est réunie et vous a octroyé une... Exactement. Et que nous respections à la virgule près. Mais et pourtant, ça fait problème puisqu'il paraît qu'il y a une 50aine d'entreprises qui sont pour l'instant suspendues et qui ne devraient plus bénéficier de cette convention d'établissement. Est-ce que vous en faites partie, par exemple? Oui, malheureusement, c'est ce que nous avions dit. Il serait peut-être bien de faire les états généraux sur les 10 dernières années, sur les conventions d'établissement. Qui en est propriétaire? Vous aviez fait quoi avec votre convention d'établissement? À ce que les sanctions soient ciblées. Qui a bien fait, qui a moins bien fait et qui a mal fait. Mais les décisions sont prises, une décision est prise pour faire un fourre-tout. Nous, par exemple, nous mettons quiconque en défi, qui peut nous démontrer que Sofat Industries a fait une utilisation défaillante de sa convention d'établissement. Personne, que ce soit à la douane, nous n'avions jamais importé même une aiguille à d'autres destinations que celle prévue par notre convention et utilisée par nous-mêmes. En ce qui concerne, par exemple, Sofat Industries, est-ce que dans le cadre de cette charte d'investissement, c'est-à-dire dans l'application de la convention d'établissement, vous recevez, comme cela est inscrit, les missions des services de la Commission nationale d'investissement, c'est-à-dire des inspections, pour vraiment se rendre compte à l'évidence que Sofat respecte de manière scrupuleuse ses engagements?
Bon, comme je vous ai dit, il y a seulement une année, c'est en 2023 que la convention a été signée. Nous avions utilisé cette convention réellement qu'en 2024. Donc, nous n'avions pas, pour l'instant, reçu une mission d'évaluation ou d'audit pour pouvoir dire, vous faites bien, moins bien ou mal. Donc, pour nous, la sanction prise pour suspendre, par exemple, certaines conventions, dont la nôtre, nous pensons qu'elle n'est pas justifiée parce qu'elle n'est pas faite au regard d'un contrôle, d'une enquête, d'un audit qui met en évidence les manquements ayant conduit à cette suspension-là. Donc, vous reprochez par exemple le fait qu'il n'y ait pas un audit pour pouvoir faire le tracking de l'utilisation qui est faite de ces conventions d'établissement. En tout cas, pour ce qui nous concerne, je ne peux pas parler, je ne suis pas l'avocat des conventions d'établissement. Pour ce qui nous concerne, nous pensons que nous avions toujours fait jusqu'à présent une utilisation conventionnelle en respectant toutes nos en tout cas les obligations qui sont les nôtres par rapport à la mise en œuvre de cette convention. En tant qu'expert, puisque vous l'êtes aussi en management, vous savez très bien que l'État congolais fait face à de nombreuses difficultés en termes de trésorerie aujourd'hui et qu'il faut une mobilisation de recettes de plus de 800 milliards de francs CFA au titre de la loi de finances 2025. Est-ce que dans ces conditions, l'État congolais ne peut pas se dire il vaudrait mieux mettre un frein à ces conventions d'établissement afin de renflouer les caisses de l'État dans un contexte d'assèchement financier? Ça peut être une approche, mais je pense que, c'est mon avis, hein, je pense que lorsque l'État a des soucis, a des problèmes de trésorerie, il regarde où est-ce qu'il y a, on peut effectivement contrôler pour maîtriser au maximum que possible ou optimiser au maximum que possible les recettes. Mais le problème, c'est quoi dans cette histoire? Je me dis qu'il y a une certaine fixation sur les conventions d'établissement. C'est-à-dire, expliquez-vous. Aujourd'hui, nous avions entendu des dépenses fiscalo-douanières. Oui, on parle de plus de 1500 en termes de recettes des impôts, oui, et plus de 600 milliards. Donc, c'est que nous sommes autour de 2100 milliards, voilà, au titre de dépenses fiscalo-douanières. Quasiment le budget du Congo. Mais en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Mais il n'y a pas eu une étude qui a démontré par chapitre. Monsieur le journaliste, je prends un cas. Oui. L'État donne des avantages fiscalo-douaniers sur les produits de grande consommation, la farine, l'huile, le poisson salé et bien d'autres. Produits de consommation courante. Produits de consommation courante. Ça fait partie des dépenses fiscalo-douanières qui ne sont pas répertoriées. Nous savions que pour la consommation, le Congo importe de 200 à 300 milliards par an. Mais est-ce que nous sommes arrivés à évaluer par chapitre, au titre des conventions d'établissement, voici la perte. Qui est à l'origine? OK, voici les entreprises à l'origine, voici les managers, les directeurs ou en tout cas les PDG des entreprises qui en ont fait une utilisation défaillante de leur exécution. Voici ce que nous dépensons sur les produits de grande consommation. Prenons le poisson salé par exemple, qui est un produit bien consommé à Brazzaville, mais aussi consommé en face, en RDC. Les importateurs importent parce qu'ils bénéficient à Brazzaville, parce qu'ils bénéficient des avantages fiscalo-douaniers par rapport au poisson salé. Au lieu que ça soit destiné à la consommation domestique congolaise, ce même poisson salé se retrouve exporté vers la RDC. Alors, donc vous voulez dire que dans le cadre de lutter contre l'inflation, c'est-à-dire lutter contre la vie chère, le gouvernement donc accorde des exonérations pendant une certaine durée pour certains produits de consommation courante. Ces produits finissent par traverser pour aller dans d'autres marchés, c'est-à-dire les marchés environnants, notamment donc, le marché de la RDC. J'ai pris le poisson salé parce que je sais de quoi je parle sur ce domaine. Oui. Donc, voilà des réalités qui sont là. Mais après, on met ça tout sur les conventions d'établissement. Moi, je ne pense pas que ça soit cohérent.
bon, en tout cas, il y a matière à discuter en ce sens. Mais parlant aussi de la question des recettes fiscales. Mais je pense que ce n'est pas le moment pour mettre la pression fiscale sur les entreprises qui existent, mais c'est plutôt travailler à l'élargissement de l'assiette fiscale, mais de façon courageuse. Je prends par exemple les baux à usage d'habitation en République du Congo. Nous avions fait par exemple une note synthétique sur cette question, sur cette niche, qui est évaluée à peu près à 200 milliards de francs CFA par an. Ah bon, vous voulez dire que votre expertise a permis de pondre donc faire une fiche synoptique sur le cadastre fiscal spécialement sur des baux à usage d'habitation. Donc, pour parler en français congolais, c'est-à-dire les appartements meublés qui sont à la mode oui, aujourd'hui. Tout ce qui est destiné à la location, à titre de location pour si vous voulez, pour dormir. Oui. C'est pas à titre professionnel, parce qu'il y a des types de bails ou de baux. Il y a des baux à usage professionnel. Par exemple, là où nous sommes, c'est un bail à usage professionnel. Nous sommes là pour travailler, voilà. Et vous payez voilà, il faut payer la taxe immobilière, ça, il n'y a pas de souci. Ça, c'est contrôlé. Oui. Mais les baux à usage d'habitation, là où les gens, c'est à usage d'habitation, vous et moi, nous sommes peut-être des locataires, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ça représente c'est une niche fiscale. Une niche fiscale de l'ordre de 200 milliards par an. Qu'il faut courageusement travailler là-dessus. C'est une étude que vous avez menée. Oui. Est-ce qu'elle a été acheminée vers les autorités congolaises? Non, nous n'avions pas été. Ça n'a pas été une étude. À vos heures perdues des institutions de Bretton Woods aussi, monsieur. Non, ça n'a pas été une étude commanditée. Oui. Nous avions eu à travailler, à évaluer les bailleurs et locataires à Pointe-Noire, à Brazzaville, à Dolisie et à Ouisso, faire des estimations et faire des extrapolations. Et voilà, nous nous sommes limités là. Nous avions proposé à qui de droit à l'époque pour que une étude minutieuse soit faite pour que, enfin, ça soit, mais malheureusement, on n'a pas été écouté, mais c'est pas grave. Non. C'est beaucoup d'argent. Et dans le cadre de la loi de finances 2025, on constate que cet élargissement de l'assiette fiscale n'a pas été pris en compte. Si on faisait une comparaison, par exemple, disons les choses telles qu'elles sont, vous êtes originaire de l'Afrique de l'Ouest, disons ça comme ça, qu'est-ce que vous avez comme expérience à partager justement lorsque vous parlez de ce sous-secteur des baux? Il faut, par exemple, vous prenez par exemple l'exemple de la Côte d'Ivoire, sous la ministre Kamanyali. Je ne vais pas aller en profondeur. Qu'est-ce que ça représente? Mais ça représente une masse très, très, très importante. 2011, lorsque le président Alassane est arrivé, ce qu'ils ont pu faire à la matière le cadastre fiscal, aujourd'hui, qu'est-ce que ça apporte? C'est pour dire qu'il ne sert pas de vouloir mettre trop de taxes sur les entreprises au risque de les tuer, mais il faut travailler à ce que l'assiette soit élargie pour que chacun participe à voilà. Et en ce qui concerne justement donc la convention d'établissement dont vous bénéficiez, qu'est-ce qui vous gêne? Le fait que le gouvernement dise nous allons créer un compte séquestre qui sera ouvert dans les livres de la Banque centrale afin que tout le monde paye, et on fera certainement un audit après pour voir à qui l'on devrait restituer le dû ou pas. Est-ce que cette démarche vous gêne? Non, la démarche a priori ne gêne pas, mais c'est comment ça s'est fait. A priori, ça ne pose pas un problème. Mais en réalité, la loi n'a pas d'effet rétroactif. La loi ne dispose que pour l'avenir. Oui. C'est ça aussi la question du climat des affaires. Je conclus avec monsieur Alphonse Ndongo qui vous êtes. Nous sommes d'accord parce que la loi aussi, c'est les accords de parti. Nous sommes d'accord sur tel point aujourd'hui. Demain, monsieur Ndongo pense qu'il est en position de force. Il m'appelle monsieur Ouattara, tel article, je les ai modifiés unilatéralement. Mais ça mène aux relations de confiance en cause.
C'est ça aussi le problème. D'accord. Donc, ça peut être discuté. On peut même sanctionner les auteurs. On peut plusieurs choses. C'est pourquoi j'ai parlé en temps d'audit ou les états généraux des conventions pour que, voilà, prochainement, ceux qui doivent bénéficier des conventions d'établissement sachent à quoi s'en tenir. Mais vous êtes en pleine exécution. Vous aviez fait un plan d'investissement. Vous êtes en train de mobiliser. Vous le saviez aussi que pour investir, il faut mobiliser les ressources. Souvent, localement, on n'en a pas. Il faut faire appel à des partenaires. Nous, par exemple, nous avions fait à des partenaires qui nous ont fait confiance, qui nous accompagnent de l'international, parce que nous avions présenté un certain nombre de documents. Mais si aujourd'hui, on nous dit que, bon, les choses ont changé, vous repartez dire, bon, les choses ont changé, ça joue sur votre crédibilité. Un petit peu l'image du pays. Votre crédibilité, non, pas le pays, même l'acteur même que nous sommes, ça joue sur notre crédibilité. Oui, mais quand je parlais d'éternir l'image du pays, c'est parce que cela renvoie au monde des affaires, c'est-à-dire... Exactement. Est-ce que... Vous pouviez signer quelque chose aujourd'hui, demain, ça peut être remis en cause de façon unilatérale, sans vous consulter. Et donc, le fait, par exemple, d'avoir suspendu votre convention, vous n'avez pas été consulté. Non, par non, qui de droit? non, nulle part. Nulle part. Nulle part. Nous n'avions pas été consultés. Mais pire, nous avions vu ça sur les réseaux sociaux. Et c'est un de nos partenaires qui nous a interpellés pour dire, mais vous aviez été suspendu pour qu'est-ce qui se passe? Donc, vous êtes obligé de vous justifier auprès de votre partenaire avant d'aller auprès de l'organe qui a suspendu pour qu'il vous dise, bon, voilà pourquoi vous aviez été suspendu. Votre convention d'établissement était de quel régime? Le régime G, qui on le sait, est pour des investissements qui dépassent 100 millions de francs CFA, ou le régime S, c'est pour les investissements qui sont compris entre 30 millions de francs CFA et 100 millions. En ce qui vous concerne, vous étiez dans quel régime? Bon, nous sommes, je pense, en termes de régime, non, mais nous sommes, je ne pourrais pas vous dire si c'est S ou G, mais nous, notre investissement était planifié sur 4 milliards 500 millions. Donc, vous êtes forcément donc dans le régime G. Bon, ok. Est-ce que vous avez engagé des démarches, parce que cela va sans dire, que vous avez le droit de vous en remettre aux autorités qui... oui, naturellement, des démarches ont été faites. Et il y a déjà aussi comme une cacophonie à ces niveaux. Qui doit suspendre les conventions d'établissement? Est-ce le ministère des Finances ou le ministère de l'Économie? Parce qu'il y a maintenant deux ministères distincts. Voilà. D'un côté, le ministère de l'Économie et du Plan, et de l'autre, vous avez le ministère des Finances, du portefeuille public. Dans ces conditions, qui est donc censé gérer cela? Vous vous êtes adressé, par exemple, à quel ministère? Bon, nous, la note que nous avions vue, c'est même un DG qui suspend sur l'ordre d'un ministre. Maintenant, est-ce que le DG est habilité? Est-ce que le ministre a cette prérogative avec les permanents chamboulements, changements et dénominations, prérogatives? Je ne saurais me le prononcer dessus, sur cette partie de compétence. Mais ce que je sais, la note de suspension est prise par un DG sur instruction du ministre des Finances, pas du ministre de l'Économie. Cela nous amène quand même à se poser la question en ce qui concerne votre entreprise, puisque vous savez dès le départ que vous êtes nanti d'une convention d'établissement, ce qui vous a amené à prendre un certain nombre d'engagements, et notamment au niveau de l'employabilité des jeunes. En ce qui concerne donc la SOFAC, est-ce qu'aujourd'hui, le fait que vous soyez dans cette situation difficile ne vient pas quelque peu refroidir votre ardeur à absorber quelques jeunes qui sont sur le pavé? Bon, peut-être que la réponse va vous surprendre. Nous pensons que tout ce qui est difficile, tout ce qui est difficulté, tout ce qui est adversité cache des opportunités. C'est pour dire que non seulement on a des engagements conventionnels, mais aussi nous avions répondu à l'appel des hautes autorités sur la question de l'emploi de la jeunesse de 2024. Maintenant, c'est devenu triennal. Alors, par exemple, à titre de 2024, nous avions formé 120 jeunes Congolais. Je pourrais vous envoyer leur nom, leur numéro de téléphone et tout ce que vous voulez. Et
après la formation de ces 120 jeunes aux différents corps de métiers de l'industrie, maintenanciers, machinistes, agents, opérateurs, manutention, tout ce que vous voulez, tous les corps, vous voyez, nous avions engagé 30 personnes. 30 jeunes Congolais. 30 jeunes Congolais. Mais on ne se limite pas là, ça c'était en 2024. Nous sommes en 2025. Nous allons aussi refaire la même chose, peut-être prendre autour de 40. D'accord? Mais nous sommes, vu qu'on a un plan d'investissement, notre activité à Pointe-Noire, à Brazzaville, nous pensons aller à Pointe-Noire en 2025, pouvoir faire un investissement de 2,5 milliards courant 2025, pour que en février-mars de 2026, que nous puissions créer 100 à 120 emplois, mais du côté de Pointe-Noire. Pas à Brazzaville, du côté de Pointe-Noire cette fois-ci. Maintenant, nous restons fidèles à nos engagements. Nous allons continuer avec ou sans cette convention, parce que nous pensons que il est de nous notre devoir de créer de la richesse et de l'emploi, et nous allons le faire. Déjà, tout n'est pas noir. Ça, il faut le dire. Aujourd'hui, vous quittez Brazzaville pour Pointe-Noire, à n'importe quelle heure, vous aviez 99% de chances de ne pas être braqué. Donc, il y a la sécurité, il y a la paix. Ce sont des denrées indispensables pour tout investissement. Mais on peut mieux faire. Donc, c'est pour vous dire que nous travaillons, nous allons continuer à travailler. Et seulement la semaine passée, moi j'étais à Pointe-Noire, nous avions commencé des démarches pour que, cette année 2025 soit l'année de l'investissement et que 2026, ça soit l'année de la création de richesses et d'emplois. En votre qualité quand même de consultant à vos heures perdues de la Banque mondiale, pour vous, que doit faire le Congo avec tant de potentialités pour essayer de faire un bond au niveau de l'attrait des investisseurs dans ce pays? Bon, vous voyez, c'est... Comme je vous avais dit, vous voyez, les zones économiques spéciales, par exemple, sous d'autres cieux, ça a donné fruit, par exemple. Vous voyez, je vais dire quoi? Pour attirer les investisseurs, il faut au moins que nous pensons à l'émulation du secteur, des acteurs privés sérieux. Que tu sois congolais ou étranger, dès lors que tu crées de la richesse localement au Congo, au fait qu'il y ait des émulations. Par exemple, le président dit année de la jeunesse en 2024. En principe, à la fin de l'année 2024, nous devons regarder quelles sont les entreprises qui ont répondu favorablement. Donc, vous voulez qu'il y ait comme une espèce d'émulation. Émulation. Quelles sont les entreprises? Voilà. Ces entreprises sont accompagnées parce que ils accompagnent, ils mettent en action les décisions prises par les hautes autorités. Il y a une émulation. En cela, les autres investisseurs, qu'ils soient locaux ou étrangers, s'ils voient que au Congo, par exemple, il y a émulation des investisseurs ou des créateurs de richesses, mais les gens vont courir vers le Congo. On n'a même pas besoin d'aller prendre des avions. Non. Il suffit juste d'assainir le climat véritablement et objectivement, mais les gens viendront parce qu'ils vont investir. Même localement, les gens vont les entreprises vont investir et réinvestir. Donc, moi, je pense le Congo a 80%, je dirais, de ce qu'il faut pour faire du waouh. Le 20 autres pourcents là, c'est manquement dont qu'on vient n'est-ce pas, de relever donc, sur ce plateau. Voilà, les difficultés pour rebondir, il faut toucher le fond. C'est pas du fatalisme. Non, dire non, c'est fini, il n'y a rien ici. Non, c'est pas vrai. Ça, au moins, ça, c'est faux. Il y a du potentiel. Il faut exploiter ce potentiel. La jeunesse veut que de l'emploi. Les autorités veulent que de l'emploi. Nous aussi, acteurs du privé, nous devons arriver à démontrer notre sérieux. Faire en sorte que les dirigeants retrouvent un répondant en nous. Sous d'autres cieux, lorsque les dirigeants, les autorités, les décideurs politiques ont un problème, ils
en tout cas économiques ou financiers, ils convoquent ou ils appellent le secteur privé pour dire, bon, telle chose, nous voulons une solution. Les gens se mobilisent. Voilà. Nous ne devons plus être des appendices du trésor public. Nous aussi, non. Nous devons être des créateurs de richesse, des véritables créateurs de richesse. Sous d'autres cieux, bon, vous êtes un journaliste aguerri, vous le connaissez. Bon, on ne va pas faire de publicité, mais bon, vous comprenez ce que je vais dire dans ce sens. Vous n'avez pas de le dire. Non, je vous en prie. Nous avons été, Monsieur Lassina Alassane Ouattara. Je rappelle que vous n'avez aucun lien de parenté avec le président ivoirien. Oui. C'est juste que vous êtes peut-être des homonymes. Hein? Oui. Et donc, vraiment, nous avons été très heureux de vous recevoir sur ce plateau et certainement que nous pourrons approfondir d'autres questions dans une autre perspective. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci. Merci.